Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de 8 Art Review, avec cette fois-ci ma semaine à la demande. Autrement dit, plutôt que de vous parler d'un seul programme, en fait je me suis dit qu'on pouvait essayer de faire une émission peut-être un petit peu plus longue, mais où je vous partage mes différentes visions de programmes à la demande que j'ai pu voir tout au long de la semaine qui vient de passer. Donc on va de suite commencer par un film coréen qui s'appelle Alive, exactement hashtag Alive, où on est en Corée, où suite à un virus, hein, c'est très à la mode les virus, n'est-ce pas? Euh, on suit un adolescent qui se retrouve seul dans son appartement alors que la ville est envahie par des infectés, hein, puisque on n'est pas avec des zombies, même si quelque part là, c'est des cousins. On est bien avec des gens qui, suite à une maladie, à un virus, ont un comportement de zombie. Alors la petite particularité aussi des infectés ou zombies coréens, c'est qu'ils sont extrêmement énervés. Alors ne pensez pas aux Walking Dead que l'on a l'habitude de voir, qui sont complètement amorphes, qui n'avancent pas, etc. Là, on en a qui sont enragés, qui courent très vite, qui sautent, qui sont prêts à tout dévorer et qui sont un peu moins bêtes que la moyenne. Donc là, l'idée, c'est de suivre un ado un peu perdu, qui a l'habitude qu'on s'occupe de lui, qu'on fasse tout pour lui, qui se retrouve seul et qui va essayer de trouver une échappatoire à sa situation. Alors ça dure 1 heure et demie, c'est pas très long. Le sujet a été déjà revu, mais c'est vrai que le fait de se placer du côté d'un ado et, euh, et donc de ne pas être avec une famille et tout ce qu'on veut, mais vraiment avec quelqu'un de solitaire face au danger et qui n'a pas de maturité classique, on va avoir droit à quelques petites choses du genre, il sait pas gérer la bouffe, il sait pas se faire à manger non plus, plus ou moins, il manque d'anticipation, etc., etc. Et tout tourne autour de son univers qui est très moderne finalement, hein, puisqu'il va y avoir des problématiques de réseau. Le hashtag renvoie au début du film au fait que il envoie un message sur Instagram, si je ne me trompe pas, avec une photo je suis vivant, venez me chercher. Donc on est vraiment avec cette notion-là, avec les réseaux sociaux, avec la place que ça peut avoir, la technologie, le téléphone mobile est extrêmement présent, le fait qu'il marche pas, d'ailleurs on le voit sur l'affiche, hein, il a du mal à capter, donc il se suspend à la fenêtre alors qu'il est allongé avec une perche à selfie. Bon, voilà, en tout cas, ça a un ton assez décalé, c'est sérieux tout en ayant pas mal d'humour, mais de l'humour coréen, ce qui n'est pas forcément ce que tout le monde a l'habitude. Donc des fois c'est un petit peu décalé, ça peut être un peu graveleux même. Mais en tout cas, un petit film bien distrayant que je vous conseille si vous aimez le genre. Euh, Est-ce que c'est violent et gore? Oui. Ouais, il y a quelques petits plans voilà, qui choquent, qui marquent un peu. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même on va dire pas tout public, sûrement pas. En tout cas, on n'est pas sur de l'ultra gore. Ça reste quand même très présentable. Plutôt les situations qui nous mettent mal à l'aise. Enfin, je vous en dis pas plus, mais c'est pas mal. Donc, Alive sur Netflix, sorti il y a quelques jours, et que je vous conseille pour les fans du genre horreur, et surtout si vous êtes fan de zombies et surtout d'infectés, à la sauce asiatique et notamment coréenne. C'est vraiment un film à voir pour un très bon divertissement. Autre programme de cette semaine, alors, Znaki en polonais, Sign en France. Donc c'est une série polonaise, c'est la deuxième saison. La première est arrivée au début de l'été, la deuxième est arrivée là maintenant, sachant qu'en Pologne la deuxième saison avait été diffusée au printemps, grosso modo. Donc c'est une série polonaise que Netflix diffuse en France. Euh, je le dis tout de suite, il n'y a pas de saison 3 prévue, mais vu le succès en Pologne et j'imagine le succès que ça peut avoir à l'international, on peut imaginer une saison 3 qui, si elle n'a pas lieu, n'est pas dramatique non plus. Voilà. Clairement, on est sur le type de série, à mon avis, qui est du niveau de la Casa des Papel, c'est-à-dire une série où Netflix pourrait produire la saison 3 il a de la matière. Et apparemment, en Pologne, c'est un très grand succès. Donc, la troisième saison, elle pourrait arriver assez facilement. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, j'arrête. Je vais juste vous parler de cette seconde saison. Alors, j'avais adoré la première.
Est-ce que j'ai adoré la seconde? Ouais, je l'ai plutôt bien dévorée aussi. Elle est partie pas du tout là où je pensais qu'elle allait partir, mais en tout cas, c'est bien fait, ça nous dépayse le fait de ne pas être dans des pays classiques où on a l'habitude de voir des polars. Pour reprendre, on est dans un petit village, un flic est, je dirais, envoyé un peu au placard pour être le commissaire de ce petit village. A priori sans histoire, mais bon, il y a eu quand même des meurtres inexpliqués depuis des années. Donc tout ça va être sous fond de corruption politique, notamment dans la saison 1. La saison 2, il va y avoir des élections municipales qui vont nous donner du fond à l'histoire. Alors c'est du fond, et clairement on n'est pas avec quelque chose qui est forcément utile pour l'intrigue. Mais il y a ce côté-là de vraiment de plusieurs arcs narratifs qui donnent de la profondeur à l'histoire, à l'univers qui est décrit, et c'est ça que j'ai bien aimé. Parce que finalement le polar en lui-même, bon, il y a même peut-être une petite dimension fantastique par moment qui pourrait apparaître, pas très claire d'ailleurs. Euh, mais une chose est sûre, c'est qu'on va suivre donc ce commissaire et sa fille, qui est donc orpheline de mère, qui est perturbée, comme beaucoup d'adolescentes bien évidemment, peut-être un peu plus que la moyenne, qui va rencontrer des gens dans ce village plus ou moins sains d'esprit aussi. On a une espèce de secte euh, chrétienne, mais avec des pratiques un peu bizarres. Ça pourrait faire penser un peu à une communauté Emmaüs, et en même temps pas du tout. Clairement, j'arrête la comparaison là. Ça y fait penser sur le côté où beaucoup de gens perdus ils trouvent refuge. Voilà. Ça s'arrête là, ça va pas plus loin. Et puis on a un commissaire qui enquête avec sa seconde, une jeune femme aussi qui a des problèmes personnels. Et puis donc des disparitions, euh, une forêt assez sombre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un fond avec des histoires liées à l'histoire de la région. Donc tout ça, et avec ça on rajoute une dimension religieuse avec un prêtre qui est présent et qui apporte bah, un élément que peut-être nous on a perdu en France, mais en tout cas en Pologne, qui est quand même un pays très croyant et pratiquant, voilà, enrichi. Donc quelque chose pour moi qui est vraiment très réussi dans sa mise en forme, qui a une histoire qui est attachante, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas qui donne envie d'en savoir plus et qui nous donne donc un polar là, en deux parties. Tout est disponible à l'heure actuelle sur Netflix et voilà, moi j'ai passé un bon moment. Je suis plutôt fan de polar et le côté polonais, voilà, apporte un petit côté des paysans qui renouvelle un peu le genre. Donc à voir pour les fans d'enquête policière. Alors petite remarque, c'est uniquement disponible en VO sous-titré VF. Donc écouter du polonais, ça aussi, c'est des paysans, puisque de toute façon, bah alors, vous pouvez peut-être prendre une autre langue, mais ce serait dommage de ne pas prendre la VO tant qu'à faire de ne pas avoir de français. Et il y a les sous-titres, donc pas d'inquiétude, on peut tout à fait suivre. Autre programme après, donc Side sur Netflix, Enola Holmes. Alors, c'est le film événement sur Netflix cette semaine, avec Millie Bobby Brown, que bah, tout le monde a découvert, notamment avec Stranger Things. La série donc phénomène de Netflix qui revient bientôt, hein, normalement en 2021, et qu'on a pu voir aussi dans Godzilla 2 au cinéma l'an dernier, et qui là revient donc dans un film, un direct ou TV. Est-ce que ça aurait pu sortir au cinéma? Allez, on va dire non. Et en même temps, on est quand même avec un téléfilm qui a des moyens, qui a du rythme, et qui aurait pu sortir au cinéma, voilà. C'est juste peut-être que le budget fait que ça manque peut-être un peu de clinquant, et encore. Alors, Enola Holmes, qui c'est la petite sœur de Sherlock Holmes, qui donc a été élevée par sa mère, et qui, à cause de certaines circonstances, va devoir mener une enquête pour la retrouver, puisque sa mère va disparaître. Donc on se retrouve avec un policier classique, encore un policier, c'est la période, mais en tout cas quelque chose qui est vraiment dans le ton d'un Sherlock Holmes ou d'un Agatha Christie. On est au 19e siècle, donc on a vraiment beaucoup de costumes, de décors, d'ambiance vraiment réussi, là, voilà, impeccable dans l'ambiance. Un ton très dynamique, voilà, on a une ado qui est très enjouée, qui est très vivante,
Et donc on a vraiment de l'action, on a de la comédie, on a un petit peu de sentimental, euh, et puis on a cet univers qui apporte tout ça. Donc clairement, on est avec une problématique derrière qui est... alors, j'ai pas réussi à trouver trop d'informations sur l'origine de la saga ou de cette franchise-là. En l'occurrence, ce sont des livres destinés aux ados, hein, clairement. C'est vraiment le public visé, mais qui se place dans peut-être une logique un peu féministe. C'est-à-dire, on prend du Sherlock Holmes et on va le féminiser et, euh, et le rendre plus abordable ou plus attirant en tout cas pour les jeunes. Donc c'est quelque chose qui vraiment est propre et bien fait. Moi je retrouve le plaisir de ces enquêtes à la Sherlock Holmes. Alors c'est peut-être un petit peu moins pointu, mais en tout cas ça reste de la logique, de l'observation, etc. Donc ça marche bien. Le personnage de Millie Bobby Brown, donc Enola Holmes, est vraiment attachante. Euh, Clairement, elle confirme qu'elle est une très bonne actrice. Alors c'est toujours un peu le même personnage, quoique elle est très extravertie, c'est pas la Eleven des débuts de Stranger Things, mais vraiment elle est très à l'aise et on a vraiment quelque chose qui marche très très bien. Alors on retrouve notamment en Sherlock Holmes Henry Cavill, donc notre Superman, dernier Superman en date au cinéma de l'univers DC, et qui est vraiment bien. Voilà, hein. Après avoir fait The Witcher, ben, on le retrouve en Sherlock Holmes, donc voilà, hein. De nouveau un film en costume, il y a une série. Oui, ben, clairement, on est avec une série de livres, on a une histoire là, on est sûr, enfin, le succès va y être. Netflix le met en avant comme le numéro 1 en France à l'heure actuelle où je fais la vidéo. Ça me semble évident, tous les ingrédients y sont, le casting y est, les moyens y sont, on a une tête d'affiche attirante notamment pour les ados, et on a quelque chose qui est bien fait, c'est pas juste, voilà, il faut attirer le chaland, c'est clairement un très bon divertissement avec de l'action, il y a vraiment des petits moments, des petits côtés, ça me fait penser un peu à Indiana Jones, alors c'est très rapide comme comparaison, mais ce côté histoire d'aventure, avec un ton comédie euh, qui rend les choses plus attrayantes, plus dynamiques, plus sympathiques. Et vraiment, on a un casting vraiment efficace. Donc, à découvrir Enola Holmes. Clairement, destiné aux ados, mais ça se regarde aussi en famille, hein, il n'y a pas de problème. Et, euh, et c'est un très bon divertissement polar. Justement, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça peut être un très bon point d'entrée. Autre programme, donc ça c'est toujours sur Netflix, donc c'est vrai que j'avais beaucoup de Netflix hein, cette semaine. On va passer à un nouveau programme et là, on change de plateforme. Cette nouvelle plateforme, en l'occurrence, c'est Disney+. Alors j'avoue, je devais vous faire un sujet sur Disney+, et puis j'ai eu quelques soucis techniques qui ont fait que je n'ai pas pu le faire. Mais ça, c'est pas dramatique. Et donc, en l'occurrence, ce que j'apprécie le plus chez Disney+, c'est la catégorie nationale géographique. Alors c'est vrai que c'est pas forcément le pourquoi on prend Disney Plus au départ, mais c'est vrai que les documentaires nationaux géographiques disponibles sur Disney Plus sont vraiment de très bonne qualité. Et est sorti il y a quelques jours une nouvelle petite série en 4 épisodes, qui est donc les trésors perdus des Mayas. Donc les Mayas, civilisation de l'Amérique centrale, civilisation ancienne. Et donc au fur et à mesure de ces 4 épisodes, on va découvrir que grâce à un nouveau système de radar, par avion ou par drone, alors qui est présent aussi dans une autre série sur les cités perdues, pareil, dans National Geographic aussi sur Disney+, va permettre de faire des relevés de relief donc depuis à travers les arbres, et donc faire apparaître des zones de ruines ou de modifications faites par l'homme, alors que c'est la forêt vierge par-dessus. Donc c'est assez magique, faut avouer le petit effet, mais n'empêche que dans le cas des Mayas, où ça n'est que de la jungle, la profusion, toute la zone où ils étaient, eh ben on savait finalement pas grand-chose. Alors juste pour l'anecdote, ben, avant cette découverte-là, on imaginait que les Mayas avaient été une civilisation au maximum en simultané d'1 million d'habitants. À la fin, ben, aujourd'hui, on imagine qu'ils étaient plus de 11 millions. Donc rien que ça, ça permet d'avoir une vision totalement différente
de voir apparaître des grandes cités et vraiment, voilà, un documentaire passionnant. Alors moi, évidemment, je suis fan d'archéologie et de tout ce qui relève des anciennes civilisations, de la pierre et compagnie, donc forcément je suis à fond. Mais n'empêche que la méthode de mise en avant, le côté découverte, là pareil, on reste. Alors ce coup-ci, c'est Indiana Jones en vrai. Alors c'est mené par, j'ai oublié son nom, vous m'en voudrez pas, un ingénieur qui est explorateur pour National Geographic, qui rien que lui est un personnage à part entière, puisqu'en plus il lui manque une jambe, donc il a une jambe artificielle qu'il customise en fonction des besoins. Donc et voilà, on a un vrai personnage d'aventure. C'est pas de la fiction, on est sur du réel, mais c'est vrai que voilà, il y a ce petit côté aventurier hors du commun qui rajoute, voilà, avec de la technologie, de la civilisation, du mystère, du secret. Tout y est pour faire une série en 4 épisodes, 45 minutes chacun à peu près, donc ça laisse quand même de la matière. Et vous ne verrez plus les Mayas comme vous les voyez aujourd'hui. Donc sur Disney+, une série documentaire, Les Trésors perdus des Mayas. Autre programme, alors on va passer au programme de la semaine, mais qui sont des programmes qui aujourd'hui sont diffusés à un épisode par semaine. Donc là évidemment ça avance petit à petit. Alors on a Lovecraft Country qui est à peu près arrivé à la moitié de la saison. Un dernier épisode cette semaine, enfin lundi dernier, puisque moi j'enregistre, on est dimanche aujourd'hui. Un peu perturbant parce qu'il n'était pas centré sur les personnages habituels. On découvrait un nouveau personnage qui avait été évoqué par le héros dans les précédents épisodes. On va découvrir un petit peu plus ce qui s'est passé en guerre de Corée pour le personnage. Franchement, c'est peut-être un des plus réussis. En tout cas, c'est celui qui me fait le plus penser à Lovecraft. On est avec une femme qui a des particularités, voilà, je vais le dire comme ça, et vraiment pour moi c'était une nouvelle de Lovecraft à part entière. Alors le fait que justement il y ait très peu en lien avec le fil rouge qu'on a depuis le début de la saison fait que cet épisode se détache et finalement on rejoint peut-être plus moi sur ce que j'ai pu aimer dans mes lectures des différentes œuvres de Lovecraft. Donc un Lovecraft Country la semaine dernière très réussi, j'attends de voir demain comment ça va continuer, mais ça reste quand même une série qui est bien produite, qui est très bien faite. Alors peut-être pas géniale, moi voilà, elle n'y est pas, même si on a dit beaucoup de choses. Alors peut-être le fait que j'ai apprécié aussi, je l'ai déjà dit dans une précédente critique sur la série, c'est que justement on avait balayé sur cet épisode-là, en tout cas, le mélange racisme très prononcé dans les années 50, donc aux États-Unis contre les Noirs, mélangé à du fantastique, etc. Là, finalement, on se retrouve juste avec un homme et une femme, au prix avec des choses fantastiques, surnaturelles, dans un contexte de guerre, et du coup, il y a beaucoup moins de pollution de sujets, finalement. Évidemment, il y a toujours ce côté racisme, puisqu'on est avec la Corée occupée par les États-Unis, et tout le monde n'a pas les mêmes droits, etc. Donc on le retrouve, mais là on est dans un contexte de guerre, et puis justement l'oppresseur est celui qui était oppressé jusque-là, donc ça renouvelle un peu le genre. Voilà, c'est vraiment l'épisode pour moi le plus réussi jusqu'à maintenant, qui garde ce côté fantastique avec un background, alors que les autres ont bien souvent un peu trop de background et pas assez de fantastique à mon goût. Voilà. Voilà donc pour Lovecraft. Alors ça c'est sur OCS, c'est tous les lundis et c'est pas encore fini. Autre série, ce coup-ci sur Netflix, à un épisode par semaine, c'est L'autre côté, une série espagnole en VO sous-titré VF, pas de français disponible. Alors on en est à l'épisode 3 ou 4, je crois que c'est le 4. Bon, pareil, il ne va pas manquer grand-chose. En tout cas, c'est une série de science-fiction, on est sur une dystopie, puisqu'on est en Espagne, à Madrid, ouais c'est à Madrid, alors que suite à un virus qui a décimé une partie de la population mondiale, ce qui a donné lieu à un conflit mondial atomique, tout ce que vous voulez, machin, l'Espagne, pour sauver ce qu'il restait d'elle-même, a mis en place un pouvoir très, très dirigiste, pour pas dire dictatorial, basé sur l'armée. Ça rappelle Franco, hein, clairement. Enfin voilà, on sent que les Espagnols ont un petit côté, ont vécu ça.
Et donc, on se retrouve dans cette société où bah, les aisés ont le pouvoir, la masse de la population est cantonnée et très contrôlée parce que bah, il n'y a pas assez à manger pour tout le monde, il n'y a pas assez de travail, etc. Donc du coup, on essaye de maintenir un certain ordre, et pour ça, ben, on fait appel à l'armée, à la police, et du coup, il y a vraiment un côté très militaire à tous les niveaux. Alors, personnellement, je trouve que la série est vraiment très bien. Là où je m'interroge un peu, c'est sur l'opportunité de l'avoir faite, parce que clairement, ça nous fait penser à Handmaid's Tales, donc la Servante écarlate en français, qu'on a pu voir sur OCS, qu'on peut voir aussi à la télé actuellement, et qui est une dystopie pareil, suite à des problèmes de maladie, problèmes de fécondité, etc. Ça, c'est la Servante écarlate, avec, alors c'est une secte religieuse qui a pris le pouvoir, avec une dimension militaire. Là, on est vraiment avec que du pur pouvoir politique qui garde le pouvoir avec comme bras armés bah, l'armée, la police, etc. Donc ça ressemble beaucoup plus à une dictature, on va dire classique, euh, comme a pu l'être Franco, comme a pu l'être les républiques de l'Est en Europe pendant la guerre froide. Clairement, on est avec ce côté-là, on a une voisine qui est une vraie espionne au sol du pouvoir, qui est même pas cachée, mais qui va espionner en permanence, qui va faire de la délation. On est dans un univers très oppressant, où on doit se méfier de tout le monde, où donc on va suivre finalement le héros, un père de famille, qui, suite à la mort de sa femme par maladie, va essayer de rejoindre la famille de sa femme à Madrid avec sa fille, pour se mettre à l'abri. Et voilà, donc il est avec son frère, son jeune frère, et ils vont rejoindre la grand-mère, donc la mère de sa femme, et alors que celle-ci est veuve et a une autre fille qui est la sœur jumelle de celle qui est morte. Voilà. Donc du coup, on va se retrouver dans un univers où il va falloir essayer de se sauver dans ce monde très, très dangereux, où il faut se méfier de tout le monde et de tout. Et vraiment, on est avec une réflexion de est-ce que on a le droit de faire tout et n'importe quoi sous prétexte que l'humanité est en danger? Est-ce que cela donne des droits à certains parce qu'ils ont les moyens d'essayer de sauver les autres? Donc c'est vraiment une thématique science-fictive classique, très bien menée. En tout cas voilà, je trouve que les Espagnols sont très qualitatifs ces dernières années. Alors, on a eu pas mal de séries sur Netflix, alors merci parce que ben, moi c'est vrai que finalement le cinéma espagnol, les séries espagnoles, on n'en a pas beaucoup vu en France, c'est pas forcément là par là que l'on va chercher du contenu de fiction. Et cette série, donc l'autre côté, la Balva, je crois, en, en version originale, ben, nous propose quelque chose, pour moi, vraiment réussi. En tout cas, on a en France, on avait eu une série qui était passée sur Arte qui s'appelait Trépalium, qui reprenait un peu une dystopie, un peu dans la même ambiance, et qui était poussive, etc. Je trouve que là, on a vraiment quelque chose de réussi, et je vous encourage très fortement, si vous êtes assez fan de ça, si vous avez aimé La Servante écarlate, à mon avis, vous allez adorer, parce qu'on est vraiment dans les mêmes problématiques de dictature, d'abus de pouvoir, etc. Alors c'est pas du tout pareil, mais on est vraiment dans la même mécanique. Et bah, comme beaucoup de dystopies, elle est intéressante, elle nous fait réfléchir sur ça. Et j'avoue que bah, le fait qu'on soit avec une maladie, bah, avec le contexte du Covid, ça a d'autant plus d'écho, je pense. Donc l'autre côté sur Netflix, à découvrir d'urgence, c'est en cours de diffusion. Doit être allez, entre un tiers et la moitié de la série. C'est vraiment bien. Les acteurs sont vraiment bien, c'est vraiment efficace. Et j'attends avec impatience moi la suite de cette série qui est vraiment bien. Hop, dernier contenu pour aujourd'hui, bah, The Boys, donc la série du moment. Que dire, si ce n'est que c'est vraiment excellent. Euh, Semaine après semaine, la série ne perd en rien.
elle se bonifie. On découvre de plus en plus l'envers du décor de Vaughn, donc l'entreprise qui gère les super-héros, et c'est vraiment bien. C'est très dérangeant, c'est très violent, c'est très gore, tout est gratuit, et en même temps, c'est ce qui fait que c'est efficace. Donc de l'action, de l'humour décalé, vraiment quelque chose de toujours aussi bien. Donc si vous n'avez pas encore essayé The Boys, allez-y, c'est la saison 2, on est à la moitié de la saison, grosso modo, un peu plus. C'est sur Amazon Prime, et c'est vraiment très très bien. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Donc c'était ma semaine à la demande, donc avec les contenus que j'ai vus et appréciés tout au long de la semaine sur les différentes plateformes légales en France. Donc pour rappel, Netflix, OCS, Disney+, Canal+, Amazon Prime, principalement en tout cas pour moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle semaine à la demande dans 8art Review sur sonbl.fr. A très vite, bye bye.